Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je vais recevoir quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est un ancien coéquipier à l'époque avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Je parle de Gilles Lézy, qui est maintenant coordonnateur à l'attaque à Dalby-Vio. C'est un ancien de l'Université Northwestern. Donc, en compagnie de Gilles, on va parler de son cheminement, également des Alouettes, puisque c'était le début de la saison des Alouettes jeudi soir dernier à Winnipeg. Et les hommes de Jason Maas, ils sont allés d'une très belle performance afin de l'emporter en territoire hostile. On va discuter ça avec Gilles. Et Gilles va également dévoiler, étant donné qu'il est un ancien demi à l'attaque de la Ligue canadienne, il va dévoiler son top 5 de porteurs de ballon du côté de la NFL. Et comme à l'habitude, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin de jaser Fantasy Football. Et je vais répondre également à quelques-unes de vos questions via mes réseaux sociaux. Je vous avais demandé de m'envoyer vos questions ou commentaires ou analyses concernant les Alouettes ou la NFL. Eh bien, vous avez répondu, alors je vais répondre justement à vos questions. Et je vous invite à partager mes publications, que ce soit via Twitter, via Instagram et naturellement aussi la chaîne YouTube aussi. Partagez le podcast, les publications, les extraits qu'on met en ligne. On essaie de bâtir une communauté football ici au podcast Le Sac du Cœur et on ne peut pas réussir ça sans votre aide. Alors, je vous invite à partager nos publications. Alors, sans plus tarder, on va recevoir Gilles Lézy, coordonnateur à l'attaque à Dalby-Vio, mais également quelqu'un que je connais, Gilles. Je pensais à ça tout à l'heure, je pense que ça fait près de 30 ans qu'on se connaît. À l'époque, qu'on faisait À peu des près. entraînements d'athlétisme, ouais, ça fait longtemps, ça Exactement, ne vous ouais. rajeunit Ouais, ouais. pas. Ouais, non, exactement, exactement, ouais. Ouais, qu'on était Salut jeunes et Didier. minces à l'époque. Ouais, Ben exactement, oui, et on l'est plus. Mais toi, tu l'es encore. Je vois que tu t'entraînes très fort, puis tu as la shape encore. Moi, c'est moins évident. j'essaie. Ouais. J'essaie. Écoute, tu es un homme occupé, t'as une belle famille, tu es coordinateur à l'attaque à Dalby-Vio, comme je le disais, et également tu as ton travail. Mais tout d'abord, on va parler de ton cheminement pour les gens qui ne te connaissent pas, comme je le disais tout à l'heure. Tu es un ancien de la Ligue canadienne, tu es également un ancien des Wildcats de l'Université de Northwestern. On peut voir ton chandail derrière toi. Et tu étais un ancien des Spartiates du Vieux-Montréal. On a été coéquipiers. On voit un des prix que tu avais reçu au Bol d'Or. Alors, dis-nous comment tu as commencé à jouer au football et le cheminement qui t'a amené du Vieux-Montréal à Northwestern et par la suite à la Ligue canadienne. Dans le fond, le foot, bon, j'ai toujours été un fanatique de sport en général. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime essayer les différents sports. À la base, j'étais un joueur de soccer, joueur de basketball. Et j'avais des amis, dans le fond, au secondaire, qui jouaient au foot et qui m'ont amené à une pratique avec les Cougars de Saint-Léonard. Et je dirais que dès que j'ai touché au ballon, j'avais l'amour pour le sport. Et puis bon, j'ai fait deuxième saison midget, deuxième saison bantam, mes 2 années midget avec les Cougars de Saint-Léonard. Et j'avais un coéquipier, Jean-Marc Edmé, qui travaille pour les Alouettes, qui allait souvent aux Oui, pratiques du Vieux-Montréal. Donc, il m'a invité à une pratique et quand j'étais à une pratique du Vieux-Montréal, je suis tombé en amour. C'est là que j'ai trouvé mon chemin vers le Vieux-Montréal et c'est ça. ben oui, tu es devenu un des meilleurs porteurs de ballon du programme du Vieux-Montréal. En plus, tu as gagné des bols d'or. Et ensuite de ça, pour les gens qui ne savent pas, comment tu as fait pour partir du Vieux-Montréal à Northwestern? Pour les gens qui ne savent pas, l'Université de Northwestern, c'est dans l'Illinois, pas loin de Chicago, si je ne me trompe pas. Puis c'est très fort académiquement en Exactement. plus. Oui. Oui, c'est une bonne université académique. Dans le fond, tu sais, je dirais, il y a eu plusieurs circonstances qui font que j'étais à Northwestern. Dans le fond, j'ai fini ma première saison au Vieux-Montréal. On a gagné le Bol d'Or, j'ai gagné joueur par excellence, recrue de l'année. J'étais aussi botteur All-Star. C'est quelque chose que j'ai mentionné aux jeunes, que j'étais aussi botteur Oh oui, dans le temps. c'est vrai, j'avais oublié ça, Et- que tu faisais les bottes. Ben oui. Exactement. Et dans le fond, c'est Earl de la Pearl de Sun qui avait un lien avec le coach de Northwestern, coach Janik, et qui cherchait un fullback. Donc, Earl avait proposé mon nom. Et ensuite, on a pris le bus de Sun pour se rendre au camp Northwestern. J'ai fait le camp Northwestern. Et 2 semaines après le camp, ils m'ont offert un scholarship. J'étais extrêmement content parce que, premièrement, comme tu disais, Northwestern, c'est une école qui est très académique, qui a une bonne renommée académique. Et deuxièmement, c'est une équipe du Big Ten qui,
dans ces années-là. En 96-97, avait été au Rose Bowl contre Peyton Manning. Il avait été au Citrus Bowl, Citrus Bowl contre Peyton Manning et au Rose Bowl contre Keyshawn Johnson et USC. Donc, je me rappelais encore de ces équipes-là. Donc, j'étais très content et j'ai commit, dans le fond, dans les prochaines semaines après ça. Wow, ouais, ouais, oui, on parle de l'époque de Darnell Autry, qui était demi à l'attaque Exactement. étoile. Ben oui, des Wildcats, ouais, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Et Ensuite oui. de ça, tu as été repêché dans la Ligue canadienne de football par Edmonton. Alors, on a ça en commun en plus, et dont on a été repêché par Ouais. Edmonton. Ta carrière a été beaucoup plus mieux que la mienne. Moi, j'ai été retranché lors du camp d'entraînement. Toi, tu as eu une belle Ouais. carrière dans la Ligue canadienne. Puis même, j'avais oublié que tu avais porté les couleurs des Renegades d'Ottawa à l'époque, même. Exactement. Tu sais, et en même temps aussi, il y avait notre ami Emmanuel Cassius qui lui aussi avait été repêché, je pense Oui. l'année d'avant moi, avait été repêché. Disons que mon Ouais, la même parcours année dans la que Ligue moi. canadienne, Emmanuel et moi, on avait été repêchés la même année. eh, Ben oui. exactement. Je dirais que mon parcours dans la Ligue canadienne, c'est un parcours bon, j'ai voyagé. Je pense que coach Marshall, Greg Marshall, me disait souvent que si t'as pas été coupé ou échangé, t'as pas joué dans la Ligue canadienne. Fait que j'ai voyagé, j'étais allé de Edmonton à Ottawa. J'ai eu une bonne saison à Ottawa. J'étais prêt à jouer ma deuxième saison à Ottawa. Puis là, l'équipe finalement a arrêté ses opérations. Donc là, j'ai été envoyé à Hamilton pendant quelques semaines. Ensuite, j'étais à Calgary et ensuite à Winnipeg. Partout où j'ai été, j'ai eu la chance de jouer, j'ai eu la chance de starter, j'ai eu la chance de contribuer. J'ai eu la chance aussi de jouer dans une Coupe Grey qui est mon dernier match à vie, Coupe Grey, la Coupe Grey 2007 avec Winnipeg. Donc j'ai quand même eu un bon parcours. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais aimé qui se passent un petit peu différemment, mais en même temps, je suis content de ce que j'ai accompli. Et dans le fond, j'ai décidé d'arrêter de jouer dans le fond. C'était ma propre décision. C'était pas le foot ou le temps qui m'a dit d'arrêter. J'ai dit, quand j'étais prêt d'arrêter, ben, j'ai dit, écoute, j'en ai assez, donc j'ai arrêté. Ah ben, c'est vraiment une belle carrière que tu as eue, Gilles. Tu as accompli beaucoup de choses. Et puis, je serais curieux de savoir quelle est ton analyse, si on peut dire, parce que ça a tellement changé. Tu sais, à l'époque, nous, lorsqu'on tentait de se faire recruter, il fallait envoyer nos cassettes VHS aux universités. Ils nous Oh, donnaient un numéro FedEx, puis on leur envoyait ça. Tu sais, puis on faisait des doubles de nos cassettes VHS. Maintenant, ouais, ça a tellement changé. Puis les Québécois, les joueurs issus de la province du Québec, ben, il y en a plusieurs maintenant qui prennent même le chemin des prep schools. Donc, vont passer ouais, 1 an ou 2 aux États-Unis. Ça leur permet d'apprendre l'anglais avant de se retrouver dans les rangs universitaires. Toi, c'est quoi la plus grande différence que tu as vue? Je ne parle même pas du système collégial qui a tellement pris de l'expansion comparativement à l'époque où nous, on jouait en plus. ouais. Ben, dans le fond, dans le temps, au collégial, c'était une course à trois équipes, là. C'était Montréal, Vanier, Lennoxville. Maintenant, on voit avec tu sais, Limoilou, CNDF, euh, euh, Grasset. Dans le temps, Grasset, je me rappelle, on jouait contre Grasset, puis c'était un C'était guaranteed final à mi-temps. W. Tandis que Ouais. maintenant, Grasset avec Tony Yaduka, c'est une force, une force dans le collégial 3, maintenant, collégial Division 1. Oui, comme je dis, c'est l'expansion du foot dans la province, c'est extraordinaire. T'as des joueurs. Si je regarde comment ils sont, comment tu sais, leur qualité athlétique comparé à nous avant, c'est extraordinaire qu'est-ce que les jeunes peuvent faire à l'âge qu'ils ont. Moi aussi, dans le temps, j'avais essayé d'aller au prep school. Dans le fond, j'avais essayé d'aller à Kent Prep School, mais bon, j'avais pas eu l'aide financière dont j'avais besoin. Donc, j'ai settle pour le Vieux-Montréal, mais bon, pour moi, ça a quand même bien marché. Puis je dirais que, tu sais, écoute, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Fait que, si un jeune a les qualités athlétiques pour aller jouer aux États-Unis, je dirais, vas-y. Si un jeune ne les a pas, joue au cégep ici au Québec. C'est pas nécessairement, on n'a rien à envier au programme qu'il y a aux États-Unis. Euh, la preuve, quand moi je me rappelle, quand j'étais du Vieux-Montréal à Northwestern, des fois, il y avait des gars que je voyais jouer, puis je me disais, quand je connais au moins trois, quatre gars au Québec qui sont aussi bons, peut-être même meilleurs que ces gars-là. Ça fait que, comme je dis, on n'a rien à envier dans nos programmes québécois. Donc, si tu n'es pas un jeune qui a la chance d'aller aux États-Unis, de continuer à travailler, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça, c'est vraiment un beau message pour les jeunes footballeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent. On va se tourner maintenant du côté de la Ligue canadienne de football. Comme je le disais tout à l'heure, c'était le début de la saison régulière jeudi soir. Les Alouettes jouaient dans le premier match de la saison régulière de la LCF. Ils étaient à Winnipeg et ils sont allés vraiment d'une belle victoire contre les Blue Bombers qui, eux, semblaient vraiment rouillés.
Alors, on sait que les Bombers, eux, ils n'avaient pas utilisé leurs joueurs partants lors des matchs préparatoires. Ça a paru, mais peu importe. Les Alouettes ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire en l'emportant par le pointage de 27-12 en territoire hostile. La première chose qui a retenu mon attention, Gilles, au cours de cette rencontre, c'était la performance de la défense, parce qu'on dirait que c'est tout simplement une continuité de la saison dernière. L'unité défensive nous avait habitués à presser carrière adverse. On a fait ça, notamment Sean Lemon a connu un fort match, il est constamment dans le charrière, et on a été capable de provoquer des revirements, dont une interception, encore une fois, par Marc-Antoine Dequoy. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la performance des Alouettes? Est-ce que c'est la défense qui est si dominante ou ça a été jumelé avec l'attaque des Bombers qui semblait être rouillée? Mais je pense que la première chose qui m'a frappé, dans le fond, c'est de voir que les Alouettes jouaient à l'extérieur. C'est drôle de dire que les champions de la Coupe Grey avaient quelque chose à prouver, dans le fond. C'est de Ouais. montrer que le fait qu'ils jouent à l'extérieur, c'était, dans le fond, un manque de respect. Donc, tu vois vraiment la façon que, ils ont abordé le match. La défensive était constamment dans le champ arrière. Ils ont minimisé les gros jeux de l'autre équipe. Puis en même temps, de l'autre côté du ballon, c'était des gros jeux de Tyson Philpott, de Snead, qui ont fait et qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire des touchdowns. Fait que les Alouettes avaient quelque chose à prouver, malgré que normalement, il n'y aurait rien dû à prouver parce qu'ils sont les champions de la Coupe Grey, mais vraiment, tu vois qu'il y avait des choses à prouver. Puis je trouve que la défensive a l'air jeune, même si tu as des joueurs vétérans comme Lemon, mais ils ont l'air jeunes et rapides. Et comme je dis, they have a chip on their shoulder. Ils ont vraiment quelque chose à prouver, puis ça apparaît. On a vraiment un bon mélange. C'est un bon point que tu amènes, parce qu'on a un bon mélange du côté de la défense de joueurs expérimentés, de vétérans. Je pense, tu as mentionné Lemon, il y a également Darnell Sankey à la position de secondeur intérieur, qui est un vétéran qui a roulé sa bosse, mais qui est encore une fois un très bon joueur. Et on a de jeunes joueurs rapides. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que les vétérans prennent sous leur aile les jeunes joueurs. On l'avait vu l'année dernière, Sean Lemon avait grandement aidé Luol Uguak, qui est maintenant avec les Buccaneers de Tampa Bay. On va voir si éventuellement il va revenir à Montréal. Mais vraiment, il y a un bel esprit d'équipe au sein des Alouettes, étant donné que j'ai l'occasion, bon, bien sûr, d'être dans l'entourage de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui était frappant l'année dernière. Et ce bel esprit d'équipe semble toujours être là. On ne peut pas partir en peur. Un match ne fait pas une saison, comme tu le sais. Mais le premier match de la saison, c'est une fondation sur laquelle bâtir. Mais ça a vraiment été un beau départ pour les Alouettes. Du côté de l'attaque, tu as mentionné le nom de Tyson Philpott. Écoute, il a été sensationnel. J'ai ses statistiques ici. 10 réceptions pour 141 verges et 2 touchés pour Tyson Philpott, qui a repris là où il avait laissé. C'est lui qui avait inscrit le dernier touché de la saison, le touché victorieux à la Coupe Grey. Il a inscrit le premier touché de la saison 2024 à Winnipeg. Tyson Philpott et le groupe de receveurs ont très bien joué. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la performance de l'attaque des Alouettes en commençant, oui, par la performance du receveur canadien? Ben, premièrement, Tyson Philpott, puisque je me rappelle de son père, Corey Philpott. Donc, Tyson Philpott, je pense que c'était son coming out, même si l'année passée, en deuxième moitié de saison, dans les playoffs, il a vraiment fait un excellent travail. Mais là, c'était vraiment, dès le début de la saison, il a montré, regarde, je suis quelqu'un que les équipes vont devoir watcher, faire attention. Et ensuite, comme je dis, il y a des gros jeux à Snead. Snead qui a fait un gros jeu, malheureusement, qui a été blessé après. Moi, je trouve que l'attaque et la défensive ont créé comme une bonne synergie parce que il y a un moment que l'attaque, ça allait un petit peu moins bien, mais la défensive a vraiment fait une bonne job d'un petit peu de calmer les ardeurs de Winnipeg. Et ensuite, en fin de match, avec le flea flicker, à Tyson Philpott qui a fait, dans le fond, qui a ouvert le match et qui a vraiment montré que les Alouettes cette année, on va devoir faire attention à eux, là. Oui, parce que dans le cas de Tyson Philpott, Gilles, il y a quelque chose qu'il m'a dit lors du camp d'entraînement, puis j'avais pas pris conscience de ça. Il disait que c'est le premier camp d'entraînement où il était en santé et qu'il était là du début à la fin. À sa première année, il était arrivé en retard, étant donné qu'il n'avait pas signé de contrat. L'année dernière, c'est sa deuxième année, mais je crois dès la première journée du camp, il avait subi une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Il s'est retrouvé sur la liste des blessés de 6 matchs. Alors là, c'est la première fois qu'il était là pendant tout le camp d'entraînement, mais en plus de ça, il est resté à Montréal durant la saison morte afin de travailler avec les thérapeutes sportifs des Alouettes pour renforcer ses ischio-jambiers parce que ça, c'est un problème récurrent. Alors, il est en grande forme, ça paru. On va lui souhaiter de rester en santé parce que moi, je dis souvent, euh, que ce soit Tyson Philpott ou Keon Julian Grant, les deux receveurs canadiens sont tellement Ouais. explosifs
pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question pour eux juste de rester en santé. S'ils peuvent rester en santé, ils vont être productifs. Exactement. Je pense que, comme tu disais, Keon Julian Grant, avant qu'il se blesse, c'était, je pense, le meilleur receveur de la Ligue canadienne l'année passée. Et là, bon, il va revenir, il revient, il retourne dans l'alignement. Et là, tu as Phil Pott, tu as Sneak qui est encore là. Tu as le nouveau joueur, je pense, numéro 14, j'ai oublié son nom, qui a l'air quand même un joueur qui va pouvoir les Johnson aider. Rambo. Exactement. Et dans le backfield, tu as, les running backs. Et j'ai aimé l'addition de Sean Thomas Arlington, qui est un ancien joueur que j'ai coaché, que je pense que c'est un joueur vétéran, mais c'est un joueur qui va amener beaucoup de versatilité, que ce soit sur l'unité spéciale, que ce soit à l'offense, aux Alouettes. Fait que je pense qu'ils ont vraiment un bon mix de joueurs là, qui peuvent les amener loin. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est s'ils vont rester en santé, puis j'espère qu'ils restent en santé. Ouais, ça, c'est à souhaiter parce que là, bon, malheureusement, il y a déjà eu des blessés. Tu as mentionné Tyler Snead qui avait réussi une réception, je crois, bonne pour un gain de 47 verges. Il semblait s'être blessé à une cheville. Il portait déjà une botte protectrice 5 minutes après avoir quitté le terrain. Puis même à la fin du match, il était en béquille en plus. Et on a perdu les services également de Reggie Stubblefield du côté de la défense. Il s'est blessé à un genou. On craint le pire. Possiblement, sa saison est terminée. Ça, on devra avoir des détails au cours des prochains jours. Mais c'est ça le football, hein, Gilles. Tu sais, des fois, c'est une question, Exactement. quelle est l'équipe la plus en santé à la fin de la saison? Des fois, c'est aussi simple que ça. Et puis, tu le sais, tu as joué dans la Ligue canadienne. La saison de la Ligue canadienne, elle est longue. Là. On parle de 18 matchs, c'est un Extrêmement longue. marathon. Ouais. À quel Extrêmement point, longue. justement, Puis c'est ça, taxant physiquement? je dirais que dans le fond, dans une saison, t'as le début de saison. Après ça, tu as comme, je pense, entre la semaine 8 et 12 que physiquement, tu sais, tu te sens pas très bien. Là, tu as comme un deuxième souffle. Fait que c'est vraiment une longue, longue saison. Il faut vraiment comment dire, se pacer, c'est trouver un bon rythme, que ce soit au niveau de, tu sais, les entraînements, les choses comme ça, pendant la saison, parce que c'est vraiment une longue, longue saison, là. Et ça, c'est quelque chose dont je me rappelais. Puis moi, tu sais, à l'université, je faisais peut-être 12 matchs. Au cégep, c'était 10 ou 12 matchs. Et là, tu en fais 18. Là, si tu fais la Coupe Grey, tu en as 21. Puis là, si tu fais les matchs pré-saison, que moi, je fais toujours les matchs pré-saison, je pense que j'ai joué 23 matchs ma dernière année, qui équivaut à peu près Ouf, à c'est deux beaucoup de saisons de foot. football, ça. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais, c'est beaucoup de foot. Ah, c'est effectivement énorme. Écoute, la prochaine rencontre des Alouettes, ça va avoir lieu vendredi soir à 21 h, heure de Montréal. Les Alouettes vont être à Edmonton contre les Elks d'Edmonton. Toujours de la misère à dire les Elks à la place des Eskimos. Comme je le disais tout à l'heure, Exactement. les deux, on a été repêchés par l'équipe d'Edmonton. Écoute, est-ce que ça va être une deuxième victoire consécutive pour les Alouettes? Est-ce qu'ils vont pouvoir se présenter au Cypress Molson avec une fiche de 2-0? J'ai bien hâte de voir ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, un aspect de jeu que tu souhaiterais voir être amélioré du côté des Alouettes, quelque chose qui a peut-être été déficient jeudi soir à Winnipeg selon toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à la tête ou rien du tout, tu es satisfait de la performance? Je trouve que peut-être le jeu de course aurait pu être plus performant. Je me rappelle pas vraiment d'avoir vu des grosses, grosses courses de la part des running backs, mais je pense que c'est vraiment chez le jeu de course, je pense, qui pourrait les aider un petit peu plus. Ouais, mais on verra si justement l'attaque au sol des Alouettes pourrait être plus productif, mais si on réussit des gros jeux par la passe avec Phil Pott et compagnie, ben, peut-être qu'on n'aura pas besoin de l'attaque au sol. Mais Ouais, la saison est longue, comme on vient de le dire, ouais. éventuellement, Exactement. on va devoir mieux courir avec Exactement. le ballon. Ouais, ça Ouais, c'est ouais, certain. exactement. Ouais. Ben Gilles, on va se tourner maintenant du côté de la NFL parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un ancien demi à l'attaque, tu étais un très talentueux porteur de ballon. Alors, je t'ai donné des petits devoirs, là, un petit devoir avant de venir te joindre au podcast. Je t'ai demandé de faire ton top 5 des porteurs de ballon du côté de la NFL. On va commencer avec ta cinquième position. Alors, je te cède la place. Là, tu n'étais pas capable. Il semble que tu étais déchiré avec ta position numéro 5. Là, tu m'as donné deux noms. Jameer Gibbs Ouais, des Lions de Détroit et Brees Hall des Jets exactement. de New York. Exactement. C'est deux, Jameer Gibbs, Brees Hall, c'est à peu près statistiquement, je pense qu'ils ont eu à peu près le même nombre de verges. C'est des gars qui ont dû partager le ballon avec d'autres joueurs. Gibbs qui était avec Dalvin Cook l'année passée. Non, pas Gibbs, je veux dire Hall qui était avec Dalvin Cook et Gibbs qui était avec Montgomery. Mais qui en fin de saison ont eu, je pense qu'ils ont vraiment contribué au succès de leur équipe.
et je n'étais pas capable de les séparer l'un et l'autre parce que je pense que c'est deux jeunes running backs qui vont faire beaucoup de bruit dans les prochaines années. Ouais, surtout du côté de Jameer Gibbs, il est tellement explosé. Brees Hall, qu'est-ce que j'ai aimé de la part de Brees Hall l'année dernière, souviens-toi, il revenait d'une grave blessure à un genou. Puis là, moi, je m'attendais à rien de sa part, mais malgré tout, il a été de loin le porteur de ballon le plus productif du côté des Jets. Et Jameer Gibbs, il est tellement explosif. J'ai hâte de le voir à sa Ouais. deuxième année. Il peut être déployé tellement de plusieurs façons. Bon recevoir en sortant de champ arrière, c'est la même chose également du côté de Brees Hall. Alors, s'il y a quelque chose, les deux encore en commun, ben, c'est justement à quel point ils ont des bonnes mains en sortant du champ arrière. Quatrième position, tu es allé avec un joueur qui est un peu déçu l'année dernière, mais c'était pas de sa faute. B. John Robinson des Falcons d'Atlanta. Exactement, Bijan Robinson. Et puis là, comme j'avais dit plus tôt, hors caméra, j'avais dit que Gibbs et Bijan Robinson, c'était mes deux running backs en fantasy football. Mais Bijan Robinson, c'est un running back qui, partout où il est passé, a fait des bonnes choses. Je m'attendais à des grandes choses, des bonnes choses. Il a fait des bonnes choses, mais c'était bizarre avec la façon qu'il était utilisé. Il y avait des matchs, je pense deux, trois matchs qui étaient quasiment pas utilisés du tout. Ce qui fait que, bon, il y a eu une saison qui était ordinaire, plus ou moins ordinaire, mais je m'attends à beaucoup de choses de lui avec Kirk Cousins qui est maintenant avec les Falcons, donc qui va un petit peu alléger la boîte au niveau des systèmes défensifs. Et je pense qu'il va faire des très, très bonnes choses l'année prochaine. Un nouvel entraîneur-chef du côté d'Atlanta avec Ryan Morris. On a un nouveau collateur à l'attaque, comme tu viens de le mentionner. Nouveau carrière. Je ne sais pas si Kirk Cousins va être le partant pendant toute la saison avec un Michael Penix sur les lignes de côté. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? J'en parlais avec Marc-André Chaloux Ben, la semaine dernière. je pense bien que oui, parce qu'ils l'ont payé pas mal cher. Fait qu'il paye, Ouais. il paye pas mal pour qu'il. Tu sais, Kirk Cousins, c'est quand même un carrière qui fait très, très bien, là. Donc, je pense que la première saison, les deux premières saisons, je pense qu'ils vont l'utiliser. Ben, le but, c'est qu'il start, qu'il soit partant. Et on verra après qu'est-ce qui va se passer après. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, je suis ça là, lors du camp d'entraînement, une fois que la saison va être commencée. J'ai bien hâte de voir ça. Étant donné que Cousins, tu sais comment c'est dans le vestiaire. Cousins n'a jamais joué pour les Falcons. Donc, tu sais, ses nouveaux coéquipiers, ils lui doivent rien. Eux, ils n'ont pas de. Tu sais, ils ont pas une allégeance avec Kirk Cousins. C'est ce que j'essaie de dire. Alors, si Penix arrive, on sait que Penix a tout un bras. Et puis, durant les entraînements, tu sais comment ça va être hein, dans le vestiaire. On va commencer à parler. Hey, t'as-tu la passe que Penix a Exactement. complétée, tout ça? Ouais. Ça va être intéressant Ben, de voir ça. Maintenant, ouais, on vas-y. verra. On verra. Non, Ouais. je pense que si Cousins se blesse, Penix rentre, il fait très bien. C'est là qu'on va commencer à entendre des choses sur qui devrait être le partant. Mais si Cousins reste en santé, je pense que il va être le partant pour la saison. Ouais. Écoute, jusqu'à présent, tu es allé avec des jeunes demi à l'attaque, Jameer Gibbs, Brees Hall, Bijan Robinson. Mais là, en troisième position, maintenant, un vétéran qui va jouer avec une nouvelle équipe. Je parle de King Henry, le roi Henry, Derek Henry. Qui maintenant des King Ravens de Henry. Baltimore, ça fait bizarre de le dire. Et, Ouais. exactement. Non, King Henry, je pense dans les deux dernières années, je m'attendais qu'il y ait une base de production. Il y a une légère base de production, mais c'est pas nécessairement à cause de son âge. Euh, tu sais, il m'a pas donné de raison de ne pas le mettre dans le top 5. J'essaie de trouver les raisons pour dire, regarde, il devrait plus être là, il y a 31 ans, mais en même temps, il a fini deuxième, troisième l'année passée dans les verges. C'est quand même un gars qui, tu sais, il porte souvent la balle. Il est très physique, sauf que c'est ça qui me fait hésiter un petit peu. Des porteurs physiques, d'habitude, à un moment donné, tu sais, la production, la base de production, elle va très vite. Mais avec Lamar Jackson et les Ravens, je pense qu'il va faire des bonnes choses. Il va faire ce qu'on est habitué de voir de lui. C'est d'aller chercher à peu près entre 1000 et 1300-400 verges. Ça fait que je pense qu'il va être capable de faire ça cette année. Les Ravens sont reconnus comme étant une équipe robuste depuis toujours. Puis là, ben lui, il cadre bien là, dans la philosophie de Baltimore. Mais la question, c'est comme tu l'as dit, est-ce qu'il a peut-être pas trop de kilométrage? Est-ce qu'il lui reste de l'essence dans le réservoir? Il n'était pas entouré d'une équipe talentueuse au Tennessee lors des dernières années, comme tu le disais. Alors ouais, moi, je suis vraiment intrigué afin de voir s'il reste une dernière saison là, de qualité à Derrick Henry dans ses jambes. Maintenant, en deuxième position, c'est un autre vétéran et un autre vétéran qui a changé d'adresse durant la saison morte.
Il s'agit de Saquon Barkley qui porte maintenant les couleurs des rivaux des Giants. Il est à Philadelphie avec les Eagles. Oui, Saquon, probablement Saquon, c'est un running back du Big Ten, donc on a ces choses-là en commun. Saquon, c'est un joueur qu'à Penn State, quand je regardais ses highlights à Penn State, c'était un joueur qui était époustouflant. Les choses qu'il faisait, c'était écœurant. Maintenant, Saquon, c'est un gars qui se blesse quand même assez souvent. L'année passée, il s'est blessé un peu. S'il reste en santé, pour moi, c'est le deuxième meilleur running back de la NFL. Il est capable d'attraper la balle, il est capable de bloquer, il est capable de courir avec la balle. C'est un game changer, comme on dit. Fait que s'il est capable de rester en santé, pour moi, c'est le deuxième meilleur running back de la NFL. Ouais, j'ai hâte de voir Saquon avec les Eagles parce que l'année dernière, l'attaque de Philadelphie, elle avait pas autant de mordants, tu sais, qu'en 2022, souviens-toi, lorsque les Eagles se sont rendus jusqu'au Super Bowl. À chaque semaine, on regardait les matchs de Philadelphie pour se dire, OK, quand est-ce qu'on va marquer 30 points? Quand est-ce l'attaque va se mettre en marche? Finalement, c'est jamais arrivé, mais en 2022, justement, l'attaque au sol fonctionnait à plein régime. Ça n'a pas été le cas l'année dernière. Alors, j'ai hâte de voir ça avec l'ajout de Saquon, si ça va permettre de relancer Jalen Hurts également et le reste de l'attaque de Philadelphie. Alors, en première position, ben là, on se doute bien de qui est ton choix parce que tu ne l'as pas nommé. Il s'agit de CMC, Christian McCaffrey des 49ers de San Francisco, possiblement le porteur de ballon le plus polyvalent de la NFL. Ben, possiblement, je pense que c'est le porteur de ballon. Je pense que c'est clair que c'est lui. C'est sûr que, bon, tu sais, il y a des gars qui vont préférer d'autres joueurs, mais si tu regardes les chiffres, euh, ça ne peut être que lui, tu sais. En même temps, l'équipe à laquelle il joue, tu sais, ils font une excellente job à varier les façons dont on peut lui donner la balle. Je pense que les Panthers ils ont fait une grosse erreur de l'envoyer aux Niners. Ils auraient pu l'envoyer à une autre place, mais les Niners, je pense que c'est un excellent fit pour CMC. Euh, Puis lui aussi, c'était un joueur qui auparavant avait des problèmes avec les blessures. Puis l'année passée, il a pas eu de blessure, il n'a pas été blessé. Je pense que les Niners font une bonne job de pas trop en donner quand c'est pas le moment. Tu sais, ils peuvent donner la balle à Deebo Samuel, ils peuvent donner la balle à d'autres personnes. Il y a d'autres running backs en arrière de lui. J'ai oublié les noms des running backs en arrière de CMC. Mais c'est un excellent running back. Si tu regardes sa routine de off-season, de workout, je pense que c'est quelque chose qui est inspirant. Puis moi, j'inviterais aux jeunes d'aller regarder ce qu'il fait parce que il fait des choses, des bonnes choses. Puis il avait fait un podcast à un moment donné que je trouvais très, très, très intéressant, qui parlait de la façon dont son père, Ed McCaffrey, qui faisait des intraveineuses les journées de match, qui disait de ne pas mettre des jeans les journées de match parce que c'est vraiment intéressant de voir à quel point son père l'a vraiment drillé, l'a vraiment préparé pour la NFL et ça paraît dans la façon qu'il joue. Ouais, puis les gens qui ne le savent pas, le père de Christian McCaffrey, Ed McCaffrey, est un receveur étoile des Broncos de Denver, notamment lors des années 90. Mais c'est qu'il vient d'une famille d'athlètes, parce que sa mère, si je me souviens bien, sa mère est une ancienne athlète, c'était une joueuse de soccer, si je me souviens bien, là, peut-être je me trompe, à l'université, lorsqu'elle a rencontré le père de Christian, Ed, puis ses frères également sont des joueurs de football. Je crois qu'ils ont même un grand-père qui a déjà participé à des Jeux olympiques en tant que sprinter. Bref, c'est dans la génétique de la famille McCaffrey d'être des Yeah. bons athlètes. Et puis Christian qui a été récompensé il y a quelques jours, quoi, la semaine dernière, prolongation de contrat de 2 ans par les 49ers. Il est le demi à l'attaque le mieux payé de la NFL. Alors, je pense que ça prouve pourquoi il se retrouve en tête de ton classement des porteurs de ballon. Ben, écoute, Ouais. Gilles, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je pense qu'on va devoir se reparler encore une fois au podcast. On va devoir te réinviter au cours de la saison parce que, bon, non seulement tu as un bon background en football, mais tu continues de suivre les activités de la Ligue canadienne, de la NFL et tu es également un gros joueur de fantasy football que tu me disais avant le début d'enregistrement. Alors, peut-être qu'on va t'associer Exactement. avec Marc-André Chaloux un jour afin de jaser de fantasy football. Ça me ferait plaisir. Si vous avez besoin de moi, je suis là. On s'arrange, puis on se parlera. Puis moi, ça me ferait plaisir. Puis comme tu dis, on se connaît depuis longtemps. Fait que ça me ferait plaisir de continuer à parler avec toi une autre fois. Bon, ben parfait, Gilles. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Porte-toi bien et puis on se reparle. Merci. Bonne journée. Alors, c'était Gilles Lézy, ancien porteur de ballon de l'Université de Northwestern et de la Ligue canadienne, notamment avec les Elks d'Edmonton. Le moment est arrivé de répondre à vos questions. Merci de m'avoir envoyé quelques questions via l'adresse courriel du podcast Sac du Cœur. C'est simple, l'adresse courriel est
le sac du quart, tout ça ensemble, le sac du quart à commercial à gmail.com. Alors, je vous invite à m'envoyer vos questions, vos commentaires concernant les Alouettes, la NFL, sous forme de vidéo dans la mesure du possible. Comme ça va vous donner une chance de vous voir à l'écran. Alors, on va commencer avec notre première question. Alors, allons-y. Guillaume, j'écoute. Salut Didier, tout d'abord félicitations pour le podcast qui est maintenant indépendant. C'est vraiment ma source d'information football francophone depuis 2 ans. Je l'écoute pendant que je workout, pendant que je travaille. Puis c'est vraiment franchement de l'information de qualité qu'on a au Québec. Puis je tenais à vraiment te féliciter et te remercier d'offrir cela gratuitement sur les plateformes de streaming. Cela dit, ma question, elle est par rapport aux Dolphins de Miami. Et ce cher Tua Tagovailoa. On entend un peu partout dans les médias américains qu'avec le contrat de Jared Goff, ça remonte à d'autres saisons, le contrat de Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, que les Dolphins vont être pris à payer, toi, au-dessus de 50 millions et peut-être même battre le record de contrat pour un corps arrière. Mais c'est peut-être juste moi, mais je vois difficilement qui d'autre pourrait payer autant pour toi. Et je me demande, est-ce que les Dolphins sont vraiment obligés de payer toi autant ou ils peuvent se permettre d'attendre et éventuellement avoir toi à rabais entre guillemets? Merci beaucoup. Wow, ben tout d'abord, merci pour les beaux compliments. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Merci de prendre le temps de télécharger ou de regarder le podcast. C'est grandement apprécié. Et puis, afin de répondre à ta question, j'ai bien hâte de voir ça du côté des Dolphins de Miami. C'est pourquoi on n'a pas encore, pourquoi toi n'a pas encore signé de prolongation de contrat. Ça vaut la peine de se poser la question. Parce que, bon, toi, oui, il a des bonnes statistiques, mais il n'est pas le moteur nécessairement des Dolphins de Miami. Parce que si on est honnête, qu'est-ce que serait toi, Tango Viola, si ce n'était pas de la présence de Tyreek Hill et de Jalen Waddle? On parle de deux des receveurs les plus rapides de la NFL. Tyreek Hill est pour moi, il est le meilleur receveur de passe de la NFL parce que à chaque semaine, tu n'as pas le choix d'avoir un plan de match contre lui. Il est tellement explosif, il peut marquer de partout sur le terrain. Et c'est une des raisons pourquoi on a également donné une prolongation de contrat à Jalen Waddle du côté de l'organisation des Dolphins. Je pense qu'on est conscient que Tua, il a besoin d'être très bien entouré afin de performer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il demeure un carrière fragile. L'année dernière, heureusement, il n'a raté aucun match. Il n'a pas subi une autre commotion cérébrale. Ça, c'est une très bonne nouvelle dans son cas. Mais toutefois, là, on l'a vu lors du mini-camp des Dolphins, il est arrivé amaigri, on se pose des questions. Il y avait même Tyreek Hill lorsqu'il s'était adressé aux médias et il n'était pas certain pourquoi Tua avait perdu autant de poids que ça. Surtout que l'année dernière, ben, justement, il avait gagné du poids afin de se protéger contre les blessures. Il reste du temps avant le début du camp d'entraînement qui va commencer pour la saison à la fin du mois de juillet, mais ça va être quelque chose à surveiller. Bref, moi, je ne ferais pas sauter la banque à toi. Je ne peux pas concevoir que les Dolphins vont lui donner un contrat qui, s'il est dicté par le marché, puis ça, c'est toujours le cas, hein, les contrats sont dictés par le marché, ça veut dire que toi devrais avoir un contrat d'environ 50 millions de dollars par année. Est-ce qu'il vaut réellement ça? Moi, je crois que non. Mais encore une fois, si toi n'est pas le carrière des Dolphins, ben ça va être quoi le plan? Qui sera le carrière à Miami? Est-ce qu'on va aller chercher un carrière durant la saison morte? Trouver des bons carrières, c'est difficile. Alors que du côté des Dolphins, peut-être qu'on n'aura pas le choix justement de payer toi, mais ça va faire beaucoup d'argent d'investi euh, au niveau de 3 joueurs seulement, au niveau de Tua, de Tyreek Hill et de Jalen Waddle. Alors, moi, personnellement, bon, je voudrais pas devoir payer toi, mais on n'aura peut-être pas le choix du côté des Dolphins de Miami, parce qu'encore une fois, qui va être notre carrière si c'est pas toi, Tango Viola? Peut-être qu'on trouvera un plan d'ici la saison morte, mais ça va être quelque chose à suivre. Si toi, si on va lui donner une prolongation de contrat avant le début de la saison 2024. Alors, encore une fois, merci pour vos compliments et merci pour votre question. Alors, on en a une autre, cette fois-ci en vidéo. On va regarder et écouter cette question d'un de nos auditeurs. Salut, est-ce que Mathieu Bette va être capable de faire l'équipe régulière des Lions de Détroit? Merci. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps d'enregistrer par vidéo ta question. Et puis pour répondre à ta question, ben, j'aime les chances de Mathieu Betts, surtout que lors de la dernière semaine, l'entraîneur-chef des Lions de Détroit, Dan Campbell, est allé vraiment de bons commentaires à la place, à l'endroit plutôt, oui, de Mathieu Betts, l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Puis on a un extrait justement
qu'on a obtenu via le compte Instagram de l'Esprit Sportif. Si vous ne suivez pas, oui, le compte Instagram de l'Esprit Sportif, ben, écoute, je vous suggère de le faire parce qu'ils font un bon travail de suivre les Québécois qui jouent dans les rangs du football universitaire américain, au niveau, bien sûr, de la RSEQ et de la Ligue canadienne, ainsi que ceux dans la NFL. Alors, écoutons les propos que Dan Campbell a tenus à l'endroit de l'ailier défensif Mathieu Betts. There's more versatility to this guy than I think I even realized. There's a couple of things we're doing in coverage with him that, that wasn't his deal. He just got after the quarterback, period. And we're asking him to do some things kind of at the Sam linebacker position in base to where, yeah, he's a rush, but he's also dropping in coverage. He's matching a little bit. And I tell you what, he's got some pretty good hips for a big man, and he can run. And he's smart. Dan Campbell qui disait à quel point il était surpris par à quel point Mathieu Betts est polyvalent, possède des hanches flexibles pour un joueur de son gabarit. Alors, on lui demande pas juste d'appliquer de la pression sur les carrières adverses, pas juste de chasser les quarts, comme on le faisait dans la Ligue canadienne avec les Lions de la Colombie-Britannique. Du côté de Détroit, on lui demande de reculer en couverture de zone. Et il semble que jusqu'à présent, Mathieu Betts fait du bon travail. Et comme Dan Campbell l'a dit, il peut courir. Il est un très bon athlète. C'est un athlète fluide. C'est pas pour rien qu'il a établi un record pour le plus grand nombre de sacs par un joueur canadien en une saison l'année dernière lorsqu'il portait les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique. Alors, bien sûr, on souhaite à Mathieu Betts d'être en mesure de se tailler un poste avec les Lions de Détroit. Ce serait bien, imaginez-vous, là, si à partir de l'automne prochain, on regarde les matchs des Lions d'un côté et de Hutchinson et de l'autre côté, à l'autre opposition des liens défensifs, s'il y avait Mathieu Betts, un Québécois, un ancien du Cégep du Vieux-Montréal. Déjà que les Lions sont excitants à regarder jouer, ils ont une attaque explosive, mais là, ça serait encore plus, même du côté de la défense, on aurait une raison de porter attention à l'unité défensive des Lions de Détroit. Alors, moi, je crois que oui, je parier sur Mathieu Betts, parce qu'il ne faut pas oublier que Betts, lorsqu'il avait terminé sa carrière universitaire à l'Université Laval, il avait signé en tant que joueur autonome avec les Bears de Chicago. Malheureusement, il n'avait pas été en mesure de se tailler une place, mais je crois à ce moment-là, il n'avait tout simplement pas assez d'expérience. Quelques années plus tard, comme je l'ai dit, il était parmi les meilleurs joueurs en défense de toute la Ligue canadienne la saison dernière. Il a gagné en expérience, il a pris de la maturité physique. Alors, je pense qu'il est prêt à relever ce défi. En tout cas, je lui souhaite de tout cœur à Mathieu Betts d'être en mesure de se tailler un poste avec les Lions de Détroit. Le moment est venu d'accueillir Marc-André Chaloux afin de parler fantasy football. On a parlé des demi à l'attaque tout à l'heure avec Gilles Lézy. Mais là, Marc-André, toi, tu vas t'attaquer aux receveurs de passe en termes de fantasy football. La semaine dernière, tu nous avais parlé des carrières. Yes, bien on commence le classement, donc mon classement des receveurs de passe. On commence par le top 20 à la position de receveur de passe. En numéro 1, nous avons C.D. Lamb, l'incroyable receveur des Cowboys de Dallas. En 2, nous avons Tyreek Hill des Dolphins. En 3, Jamar Chase des Bengals de Cincinnati. En 4, Justin Jefferson des Vikings du Minnesota. Et en 5, Amon-Ra St. Brown des Lions de Détroit. Dans le top 4, Didier, ils sont quand même, on peut dire qu'ils sont interchangeables. Hein? Vous n'avez pas de mauvais choix, selon moi, dans le top 4 à la position. Donc, je parle de Lamb, de Hill, de Chase, de Jefferson. Ce qui m'amène à vous parler, par contre, de Justin Jefferson, parce qu'on peut avoir peut-être des petits points d'interrogation à son sujet. Vous allez me dire, Justin Jefferson, c'est le meilleur receveur. Je crois que c'est le receveur qui a plus de verges dans l'histoire de la NFL lors de ses 4 premières saisons. Mais l'année dernière, il a été blessé en 2023, Justin Jefferson. Mais il a quand même terminé comme 4 en termes de points fantasy par match. Il a été ciblé plus de 100 fois, Didier, en 10 matchs. Ça, c'est tout simplement incroyable. Donc, au volume, Justin Jefferson, oui, il aura le volume encore une fois en 2024. Mais j'aimerais vous parler d'une petite statistique intéressante et je vais donner le crédit au site Fantasy Footballers, au podcast, parce que c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est eux. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Des 28 quarts repêchés dans le top 10 depuis 2010, Didier, ces quarts-là ont fourni à leur année recrue des receveurs fantasy numéro 1 au sein de leur équipe respective. Il y a seulement 3 receveurs fantasy numéro 1 qui ont atteint le plateau des 100 réceptions seulement avec un quart recru. On parle de Reggie Wayne avec les Colts d'Indianapolis. On parle de Keenan Allen. C'était avec Andrew Luck. On parle de Allen. Keenan Allen, c'était avec Justin Herbert. Adam Thielen l'année dernière, c'était avec Bryce Young. Et de ces receveurs-là, seulement 7 ont atteint le plateau des 1000 verges. Et aucun de ces receveurs
Donc, de 28 receveurs fantasy numéro 1 ont marqué au moins 10 touchés. Donc, c'était tous moins de 10 touchés. Ce que j'essaie de vous démontrer ici, c'est que Justin Jefferson, avec un quart recru, J.J. McCarthy ou Sam Darnold, mais bon, si on prend pour acquis que ce sera McCarthy en cours de saison, il pourrait peut-être avoir des petits passages à vide. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les quarts qui ont connu du succès, on parle de Reggie Wayne et des receveurs qui ont atteint le plateau des 1000 verges, on a des joueurs comme Larry Fitzgerald, c'est des joueurs vraiment étoiles, hein? C'est des joueurs qui sont au temps de la renommée. Donc, d'après moi, Justin Jefferson a assez de talent pour vraiment venir combler le fait qu'il aura un corps recru avec lui. Il va demeurer productif selon moi, mais c'est quand même un petit bémol à apporter lorsqu'on vient pour sélectionner Justin Jefferson. Et c'est pour ça qu'il est le receveur numéro 4, parce que s'il avait eu un quart, mettons, plus expérimenté, je pense qu'il aurait été le receveur numéro 1 au niveau fantasy, assurément, en 2024. Oui, si Kirk Cousins finalement était toujours de carrière des Exact. Vikings, il aurait probablement été classé numéro 1. Mais non, c'est intéressant qu'est-ce que tu viens de dire, là, ces statistiques-là, parce que j'ai bien hâte de voir ça du côté de Justin Jefferson. Ça va être à surveiller, sans aucun doute là-dessus. Maintenant, on va regarder les positions 6 à 10 de ton classement des meilleurs receveurs de passe en termes de fantasy football. En 6, nous avons le receveur des Eagles, A.J. Brown, et non pas A.J. Green, c'est pas grave. A.J. Brown, du côté des Eagles, ça s'est mal terminé. La deuxième moitié de saison a été difficile pour A.J. Brown, mais on lui a donné un nouveau contrat durant l'entre-saison. Je pense qu'il va retrouver sa place au soleil. En 7, nous avons le receveur Puka Nacua, qui a connu une saison recrue vraiment extraordinaire avec les Rams. Nous avons Garrett Wilson en 8, le receveur des Jets. En 9, Brandon Ayuk, le receveur des 49ers, et en 10, Davante Adams, le receveur des Raiders de Las Vegas. Et je vais vous parler de Puka Nacua, je viens d'en mentionner, vraiment, il a obtenu une saison recrue tout simplement incroyable, record pour le nombre de réceptions, record pour le nombre de verges pour un receveur recru. Il est le 10e joueur sélectionné au total en ce moment dans les repêchages fantasy. C'est quand même élevé. Parce que la sélection de Puka Nacua, ça peut comporter des risques. Je vois l'envers de la médaille et je vais vous le démontrer, parce que cette année, on prend pour acquis que Cooper Kupp sera là à temps plein. Est-ce que Cooper Kupp n'est plus le même receveur qu'il a déjà été? Peut-être, sans doute, mais il demeure quand même un joueur qui commande beaucoup de ballons dans l'attaque des Rams. Et il y a également l'état de santé de Matthew Stafford. Matthew Stafford n'est pas reconnu. Bon, il s'est fait vieux, 36, 37 ans. Il n'est pas reconnu pour être en son état de santé. Il est reconnu pour manquer quelques matchs au cours d'une saison. Donc, Puka Nacua pourrait peut-être difficilement trouver son air d'aller lors de ces matchs-là. On a signé du côté des Rams Jimmy Garoppolo, entre autres. On a Stetson Bennett également, qui pourrait venir pallier à la perte de Matthew Stafford, mais ce n'est pas la même qualité en termes de jeu, en termes de quart au niveau des Rams. Et l'année dernière, par exemple, qui est intéressant avec Puka, c'est que même avec la présence de Cooper Kupp dans la formation, il a été le receveur le plus ciblé chez les Rams par Matthew Stafford. Donc, on a plusieurs questions au sujet de Puka Nacua, mais honnêtement, il est exceptionnel. Il y a des points d'interrogation, mais il y a aussi un plafond qui est élevé dans son cas. Je le vois comme receveur numéro 7, mais c'est un receveur qui, avec une saison exceptionnelle, pourrait assurément intégrer le top 5, voire le top 3. Ouais, dans ce groupe de receveurs-là, celui que j'aime vraiment, moi, c'est Garrett Wilson. Bon, oui, faut faire la différence entre le football et le fantasy football, mais il est en mesure d'amasser 1000 verges par voie de réception lors de ses 2 premières années dans la NFL. Puis ça, c'est sans aucune constance à la position de carrière, avec Zach Wilson, avec Trevor Siemian, tous les cas que les Jets ont utilisés. Puis là, si Aaron Rodgers peut rester en santé, écoute, moi, j'aimerais ça voir Garrett Wilson jouer avec Rodgers pendant une saison, voir le genre de statistiques qu'il pourrait afficher. Bon, il faut que Rodgers soit toujours en forme, mais voir quoi, 41 ans, il revient d'une grave blessure. Mais quand même, pour moi, le talent de Garrett Wilson est tout à fait indéniable. Maintenant, les positions 11 à 15. Une saison et non pas une séquence, n'est-ce pas? Oui, Oui, les positions. Oui, les positions 11 à 15. On a en 11 le receveur recru Marvin Harrison Jr. des Cards de l'Arizona. Nous avons en 12 Drake London. Drake London est en ascension vraiment au niveau fantasy avec l'arrivée de Kirk Cousins au poste de quart chez les Falcons et d'un nouvel entraîneur-chef également, Raheem Morris. En 13, nous avons Chris Olave,
le receveur de passe des Saints de la Nouvelle-Orléans. En 14, Mike Evans. Hein, on repêchait Mike Evans assez loin dans les Le fantasy. fiable Mike Evans. Le fiable Mike Evans, on le repêchait vraiment en 6e, 7e ronde l'année passée. Vraiment, ça a été une étoile fantasy pour vous dans vos formations l'année dernière. Il est revenu dans le top 15. Et en 15, nous avons Deebo Samuel des 49ers de San Francisco. Mais est-ce qu'il sera avec les 49ers de San Francisco d'ici le début de la saison? On peut se poser la question. Je veux vous parler de Chris Olave plus précisément parce que Chris Olave, là, il nous déçoit, Didier, parce qu'on n'avait pas repêché Chris Olave la saison dernière pour qu'il nous donne ce genre de production. Il a terminé au 17e rang au niveau des receveurs à la position en fantasy de la saison dernière. Mais ce que j'aimerais apporter ici, c'est que lors des 7 derniers matchs l'année dernière, il a obtenu plus de 11 points fantasy 5 fois. Et lors des 7 derniers matchs, il a obtenu plus de 90 verges 4 fois. Donc, on a en tête vraiment l'image de Chris Olave et de Derek Carr qui se gueule, qui se crient par la tête les deux l'année dernière. C'était pas facile en début de saison, mais ça s'est amélioré au cours de la saison et ça s'est terminé quand même assez bien pour les deux joueurs. C'est sûr que maintenant, la chimie de Derek Carr, c'est la clé pour Chris Olave parce que c'est un receveur talentueux. Derek Carr, l'année dernière, il a terminé au 20... En fait, depuis 2021, il est au 22e rang pour le pourcentage de passes de toucher dans la NFL. Donc ça me dit que Derek Carr n'est pas vraiment un joueur qui va lancer, disons, 35-40 passes de toucher. Donc c'est ça qui affecte la production fantasy de Chris Olave en ce moment. Chris Olave, pour moi, c'est un receveur hyper talentueux, assurément dans le top 20 à la position, mais peut-il passer à un autre niveau parce qu'il a le talent pour être dans le top 10? Mais à cause de Derek Carr, je pense qu'il va stagner à cette position-là. Numéro 13, top 15, top 20, je pense que c'est ça. Il va falloir qu'on ait un autre quart en Nouvelle-Orléans pour que Chris Olave vraiment ait de meilleurs jours. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Carr avait bien terminé la saison régulière, ça s'est reflété dans les statistiques de Olave, comme tu l'as dit. De toute façon, c'est une grosse année là, à la Nouvelle-Orléans. Ça passe sous sa casse pour Denis Allen, l'entraîneur-chef, et même pour Derek Carr, j'ai l'impression. Maintenant, les positions 16 à 20 déjà de ton top 20. Michael Pittman en 16, le receveur des Colts d'Indianapolis. En 17, nous avons DJ Moore, le receveur des Bears de Chicago. En 18, nous avons Nico Collins, le receveur des Texans de Houston. En 19, Jalen Waddle, le nouvel homme riche des Dolphins de Miami. Et en 20, nous avons DK Metcalf, le Nico receveur... Collins aussi, hein? Oui, c'est vrai. Collins aussi, ben oui, il a signé un nouveau contrat, ben oui. Et en fait, on dirait que tous les receveurs ou à peu près de la NFL ont signé des nouveaux contrats au cours de la saison morte. Michael Pittman, je pense qu'il doit re-signer sous peu, ou bref, il y a des discussions au niveau d'un nouveau contrat pour lui. DK Metcalf en 20, le receveur des Seahawks de Seattle. Je vais vous parler de DK Metcalf parce que je vais vous poser une question. Est-il vraiment très bon comme receveur ou il est un receveur élite? C'est la grande question qu'il faut se poser dans son cas parce qu'en 2020, il a terminé au 7e rang à la position de receveur au niveau fantasy. Et depuis, il est à l'extérieur du top 10. Il a terminé au 14, 16e rang et même au 21e rang en 2023. C'est sûr que ça, c'est intimement lié l'année dernière au jeu et à la prestation du quart Geno Smith qui a vraiment été difficile à sa deuxième saison avec les Seahawks de Seattle l'année dernière. Et on a un vent d'optimisme un peu à Seattle parce qu'avec l'arrivée de Ryan Grubbs, le coordonnateur offensif qui était également coordonnateur offensif dans leur cours à l'Université de Washington, et l'attaque vraiment de l'Université de Washington, les Huskies l'année dernière, elle était vraiment prolifique, la meilleure de la NCAA. Et ce qu'on dit, c'est que vraiment, il y a vraiment un vent d'optimisme. On a un renouveau vraiment dans l'attaque. On dit qu'on va utiliser davantage de play action, ce qui est la force de Geno Smith. Geno Smith, d'ailleurs, je disais des entrevues, il disait qu'il était vraiment emballé par le nouveau schéma, la nouvelle attaque, ou qu'est-ce qu'on va déployer du côté des Seahawks. On dit qu'on va utiliser le porteur de ballon davantage également. C'est bon signe pour Ken Walker, si vous voulez mon avis. Et il ne faut pas se rappeler que l'année dernière, l'attaque à Washington, on avait Rome Odunze qui tirait les défenses, on avait Jalen Polk. Donc, on est en train vraiment à Seattle de s'imaginer qu'on peut peut-être voir un Jackson Smith-Njigba dans le rôle d'un Jalen Polk et d'un DK Metcalf dans le rôle de Rome Odunze. C'est sûr que c'est une attaque au niveau universitaire. Est-ce que ça va se transposer dans la NFL maintenant de façon aussi efficace? C'est toujours la grande question avec les coordonnateurs ou les entraîneurs NCAA. Mais il y a un vent d'optimisme à Seattle et peut-être que DK Metcalf va vraiment
retrouver un peu son aplomb au niveau fantasy et intégrer. Moi, je pense qu'il pourrait peut-être intégrer le top 15 si tout fonctionne, évidemment. Ouais, il y a un vent de fraîcheur là, du côté des Seahawks Exact. à la suite du départ de Pete Carroll qui a été là en poste pendant 12 ans. Si je me souviens bien, un nouvel entraîneur-chef, nouveau coordinateur à l'attaque, comme tu viens de le dire. On est au mois de juin, donc tout est beau, tout le monde est Oui. enthousiaste. Hein? Tu l'as dit, Geno Smith est enthousiaste aussi. Il va falloir attendre au mois de septembre afin de voir, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a des matchs des Seahawks l'année dernière, parce que DK Metcalf n'était pas ciblé. On se demandait, tu sais, pendant une mi-temps, pendant une première demi ou deuxième demi, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai hâte de voir ça avec ce nouveau Étais-tu un système. fan de Shane Waldron? Moi, pas vraiment. Je veux dire, c'est bien beau l'arbre de Sean McVay, mais des fois, dans l'arbre, il y a des branches qui sont mortes, des fois, dans un arbre ou quelque chose. Ouais. Mais il y a aussi Pete Carroll, tu sais, la philosophie de Pete Carroll. Pete Carroll voulait courir avec le ballon. Il tenait à avoir une attaque équilibrée. Donc maintenant, est-ce qu'on va peut-être miser un peu plus sur le jeu aérien du côté des Seahawks avec Ryan Grubb? Quoique du côté de l'Université de Washington l'année dernière, on courait avec le ballon. J'oublie le nom Mhm. là, du demi à l'attaque qu'on avait. Mais on l'utilisait quand même. En tout cas, bref, comme je le disais tout à l'heure, on va devoir attendre au mois de septembre afin de voir ça. Tout le monde est optimiste. Tout le monde a une fiche d'aucune victoire, aucune défaite. Tout le monde, les 32 équipes s'en vont au Super Bowl, même les Panthers à Caroline, à Oui. sortie de l'année, Marc-André. Alors, il faut être patient, mais ça serait bien si Metcalf pouvait produire à la hauteur de son talent là, cette année. Parce que c'est vrai qu'il a été décevant l'année dernière. Ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On espère que vous avez bien aimé cet épisode. On remercie bien sûr Marc-André pour ses conseils fantasy football, pour son analyse, ainsi que Gilles Lézy. Alors, et on n'oublie pas bien sûr Guillaume, sans qui rien ne serait possible. Alors, on espère encore une fois, comme je vous ai dit au début de l'épisode, si vous pouvez partager les publications que je fais via mes réseaux sociaux, également partager le lien de la page YouTube. Invitez vos amis si vous êtes un fan du podcast. Également, regardez le podcast sur YouTube, ça serait grandement apprécié. Alors, on se reparle la semaine prochaine.